Rentrons dans le vif du débat en posant un cadre, en demandant à un certain nombre de représentants d'institutions nationales, régionales et locales de nous expliquer comment ils appréhendent cet enjeu, la France agricole face à la sécheresse. Et donc je propose à Nathalie Bertrand, qui est arrivée, merci beaucoup Nathalie, just in time, Karine Bonassina, Mélanie Bonneau et Alain Alma à me rejoindre sur scène. Je vais vous présenter dans un instant. Et on peut évidemment les encourager, parce qu'ils voilà, ils démarrent les hostilités. Merci à tous les quatre d'être là. Installez-vous, il n'y a pas d'ordre, je vous en prie. Installez-vous vite. Nathalie, je vais commencer avec vous. Vous êtes inspectrice générale de l'environnement et du développement durable, donc rattachée au ministère de l'écologie, mais vous avez participé à la rédaction de plusieurs rapports qui se sont succédés sur les liens eau, agriculture et changement climatique, et qui éclairent les politiques publiques interministérielles. C'est vraiment une spécificité sur laquelle vous souhaitiez insister, que ce soit le ministère de l'Environnement, auquel vous êtes rattaché, mais aussi le ministère de l'Agriculture, et même de l'Intérieur, parce qu'il y a un sujet eau potable qui est particulièrement criant. Quels étaient ces grands rapports sur lesquels vous allez revenir rapidement tout à l'heure? Ouais. Alors, je rectifierais juste... Je vous en prie. Ça marche? Ça marche, oui. Je rectifierais juste une petite chose, ils n'étaient pas tous sur eau, agriculture et changement climatique. Effectivement. Donc, effectivement, il y a un ensemble de rapports qui ont été commandités par le gouvernement sur la gestion de la ressource en eau. Je vais vous donner mon micro. Ah, oui. Sur la gestion de la... Ça va comme ça? C'est parfait. Sur la gestion de la ressource en eau. Tout d'abord, donc il y en a qui ont été précédés. Par exemple, après la sécheresse de 2019, il y a eu un rapport effectivement sur un retour d'expérience de la sécheresse 2019. En 2020, on nous a commandité un rapport qui s'est appelé Changement climatique, eau et agriculture, donc qui, je dirais, colle parfaitement avec le thème de ce colloque. Et les deux qui ont suivi en 2022 et 2023. Pour le premier, ça a été sur les PTGE, les projets territoriaux de gestion de l'eau, où finalement la question suite à l'instruction de 2019 qui prenait le développement sur France entière de ce type d'outils, les difficultés à les mettre en place, en particulier sur des problèmes de gouvernance, on nous a demandé de faire un rapport là-dessus. Et puis dernièrement, 2023, c'est le retour d'expérience de la sécheresse 2022, qui, comme on le sait, était extrêmement... difficile. Et là, j'insistais, comme vous l'avez dit, sur le caractère interministériel, puisqu'ils ont mobilisé différents ministères à travers leur inspection générale, que ce soit l'agriculture et l'environnement qui ont participé aux 3 rapports, et pour le dernier, parce qu'il y a eu un gros problème d'eau potable, environ 2000 communes se sont trouvées en grande tension sur l'eau potable. En France hexagonale comme en Outre-mer? Non, là, on a fait uniquement l'hexagone. Oui. Et certaines communes se sont trouvées en rupture d'eau potable durant la saison, quoi. Donc il y avait une grosse focale sur l'eau potable, qui était une demande. Ouais, vous allez revenir sur quelques enseignements et recommandations de ces rapports au gré de la discussion. On passe la parole du coup à Karine Bonassina. Vous représentez l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée, Corse, en tant que directrice de la délégation territoriale de Montpellier. Quelques rappels sur les grandes missions rapidement des agences de l'eau, même si a priori tout le monde connaît, mais c'est bien de rappeler quand même le rôle d'une agence de l'eau. Bonjour. Donc les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État sous tutelle du ministère de la Transition écologique. Le fonctionnement de l'agence de l'eau est simple. L'agence de l'eau perçoit un impôt auprès de tous les usagers qui utilisent de l'eau. Et avec ce financement, réinvestit pour financer des projets qui vont dans le bon sens auprès des collectivités, des usagers, des associations. Elle a aussi une mission d'organisation de la gouvernance, de production de connaissances et de diffusion des connaissances. À titre indicatif, le budget de l'agence de l'eau, c'est 450 millions d'euros par an. Celle de Rhône, Méditerranée, Corse. On est sur 2 bassins, vous avez bien compris. Et puis, bien sûr, du coup, l'agence de l'eau finance des projets au monde agricole. Et pour 1 euro
payés par le monde agricole. L'agence de l'eau RMC finance 2 € au monde agricole pour préserver l'eau et les milieux aquatiques. Merci beaucoup. Vous nous partagerez votre vision des enjeux, et notamment en matière d'adaptation au changement climatique, un sujet qui vous tient évidemment, comme à tous, particulièrement à cœur. Je retiens une phrase que vous m'aviez dite quand on a préparé votre intervention: on ne pourra pas fabriquer l'eau qu'on n'aura pas. Et donc ce sera un des sujets sur lesquels on reviendra. Je passe la parole à directement Mélanie Bonneau. Mélanie, vous travaillez, vous, à l'Agence d'urbanisme catalane Pyrénées-Méditerranée. L'acronyme, c'est ORCA. Vous êtes responsable du pôle transition écologique. Là aussi, quelques mots sur cette agence pour qu'on comprenne la complémentarité de vos positionnements respectifs. Oui, donc l'Agence d'urbanisme catalane, c'est une association de loi 1901 qui regroupe un certain nombre d'organisations, à la fois l'État, la région, le département, les collectivités locales, mais on compte aussi les chambres consulaires et l'Université de Perpignan parmi nos membres. C'est une structure d'ingénierie territoriale mutualisée qui regroupe un certain nombre de compétences. On est une trentaine de salariés. On a des architectes, des urbanistes, des géographes, des écologues, des agronomes, etc. Ouais, donc toute une alliance de compétences au service des collectivités membres. Et en fait, on accompagne essentiellement les collectivités locales dans un certain nombre de démarches, souvent des réflexions, des stratégies, tout ce qui est de l'ordre de la planification notamment. Donc les schémas de cohérence territoriaux, les plans locaux d'urbanisme, mais également des démarches sectorielles de type plan climat ou PAEN, les périmètres de protection pour les espaces agricoles et naturels périurbains, pour lesquels on peut aussi nous solliciter. Donc vous maîtrisez tous ces acronymes et tous ces zonages qui se superposent les uns les autres, voilà, on a et toutes ces instances de gouvernance sur lesquelles on reviendra. Sur des territoires très différents, à la fois ruraux, périurbains, urbains, et on intervient dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et un petit peu le département de l'Hérault. Les Pyrénées-Orientales, on en parlait justement à l'instant, donc je passe la parole à Alain Alma. Vous représentez la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales en tant que directeur général adjoint, et vous êtes chef du service territoire eau environnement. Là aussi, on est dans le thème. Avec vous, on va revenir surtout sur la façon dont la profession agricole et les acteurs de l'eau et de l'État ont géré ensemble et gèrent encore aujourd'hui les tensions sur l'eau dans les PO. Il y avait une sécheresse en 2022, mais qui se poursuit très largement en 2023. Justement, quelques mots sur l'agriculture des PO et cette dépendance à l'eau. Alors, oui, effectivement, une dépendance forte qui n'est pas récente, hein, puisque de tout temps, les agriculteurs ont su gérer l'eau, ont su utiliser l'eau. Et c'est vrai qu'avec cette période de sécheresse exceptionnelle, depuis mars 2022, juin 2022, on est en sécheresse, et encore aujourd'hui, on est forcément très conscient que l'agriculture des PO est dépendante de l'eau, une grosse partie de l'agriculture des PO. Et la sécheresse qui a touché les cultures non irriguées montre bien que l'accès à l'eau est l'enjeu principal. Comment gérer les tensions ? En partageant les usages et en discutant bien en amont et de façon très transparente dans toutes les instances qui existent, qu'elles soient professionnelles, en interne. On a beaucoup discuté en interne sur justement comment partager l'eau, mais également avec les syndicats de bassin, avec tous les organismes qui gèrent l'eau, et dans le cadre des comités sécheresse, dans le cadre également des comités barrages, puisqu'on y reviendra, on a heureusement des réserves d'eau. Eh bien, c'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que les tensions soient vraiment les moins importantes. Et au niveau de la profession, on s'est vraiment très bien organisé en 2023, mais également avant, en créant en particulier au niveau des ASA. Il y a, et c'est une caractéristique, 200 ASA dans le département. Voilà. ASA, 200 associations syndicales autorisées d'irrigation en ce qui concerne ces ASA. Et les fédérations par bassin ont vraiment été très utiles pour faire en sorte que les agriculteurs se concertent et se concertent aussi avec les autres usagers. Donc, partage des usages, et au niveau de l'agriculture, des tours d'eau. Et c'est comme ça qu'on a pu gérer du mieux possible, vraiment, dans la situation exceptionnelle, cette sécheresse et la suite. Donc on a avec vous donc un panel d'acteurs institutionnels, nationaux, régionaux, locaux. On va commencer par les recommandations issues du rapport sécheresse, qui ne sont pas que réchauffées. Même si ça date de 2022, il y a aussi des recommandations qui perdurent et dont les effets sont à faire perdurer au-delà de cette situation qui était conjoncturelle, mais dont les fondements, eux, sont bien structurels. Nathalie, je reviens vers vous sur les analyses que vous avez pu tirer de cette crise, encore une fois, à l'époque, mais pour l'avenir également. Oui, donc je ne reviendrai pas sur le contexte climatique que tout le monde connaît
et qui a été extrêmement difficile pour tous les usagers de l'eau. Donc ce rapport était un rapport de gestion de crise et qui s'attachait principalement au conjoncturel. Donc il y a eu 18 recommandations sur lesquelles je ne vais pas revenir. Je vais plutôt revenir sur un certain nombre de manquements ou d'améliorations qui nous a semblé pertinent de souligner dans ce rapport. Alors quand on a une crise comme ça, il y a deux principes, c'est gérer au plus fin et au plus juste dans les deux sens du terme, c'est-à-dire effectivement avec une certaine équité. Et ça, on le fait sur l'ensemble de l'année, non pas sur les 3 mois de crise. C'est-à-dire que finalement, la gestion de l'eau, il y a aussi l'année hydrologique, ça veut dire toute la période de rechargement des nappes et puis la période de crise estivale. Donc, je dirais, cette gestion de la ressource en eau, elle doit se faire en continu et pas simplement sur 3 mois. Alors, il y avait 3 points sur lesquels je voulais insister. D'abord, la question de l'anticipation. Dans bien des cas, dans bien des départements, on a vécu un manque d'anticipation. Alors, il est de plusieurs natures. Tout d'abord, on a un certain nombre d'outils à disposition aujourd'hui, que ce soit des modélisations hydroclimatiques. Je pense par exemple, il y a des consortiums à la fois scientifiques et techniques qui offrent des modélisations qui sont quelquefois dans les déclenchements de restrictions utilisées, mais pas toujours. Je pense en particulier à Météo France qui en dispose, au BRGM qui a par exemple un outil qui s'appelle Météo des nappes, qui est capable de faire des projections sur l'évolution des nappes souterraines de 3 à 6 mois. Alors évidemment, c'est comme tout modèle, c'est pas des résultats absolus, mais il y a des adaptations effectivement sur des contextes locaux, mais en tout cas, ça fait partie du panel d'outils qui pourraient être mieux utilisés pour effectivement anticiper. Alors, cette anticipation aussi, c'est certaines données hydrométéorologiques qu'on pourrait mieux exploiter. Je pense en particulier au réseau ONDE qui est un réseau sur les étiages, sur des petits chevelus d'étiage de l'Office français de la biodiversité, qui pourrait, par anticipation sur les petits chevelus, permettre de voir ce qui va sur les grands axes se passer un petit peu plus tard. C'est également, donc il existe des comités de la ressource en eau qui existent dans chaque département. C'est des lieux où vont se prendre les décisions effectivement de restrictions, pas de seuil, c'est par des arrêtés cadres, mais en tout cas les décisions en matière de gestion, c'est là que ça va se prendre. Et on voit, alors que l'instruction du gouvernement de 2021 préconisait de réunir dès la fin de l'hiver ces comités, on voit que certains départements ont attendu des seuils d'alerte, de vigilance, voire d'alerte pour les réunir. C'est trop tard. Donc un enjeu d'anticipation voilà, un enjeu perfectible grâce à des données qui en plus sont disponibles. Un enjeu, vous alliez dire, d'optimisation. Certains départements l'utilisent déjà. C'est ça. Mais ce qu'on préconise effectivement, c'est que ce soit plus systématiquement fait. Il y a des outils, utilisons-le parce qu'il faut anticiper. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a peu de temps. Donc, il y a aussi les questions d'optimisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudra avoir une meilleure connaissance des prélèvements, c'est-à-dire au jour le jour, au temps T. Actuellement, on est, quand il y a des compteurs, parce qu'on ne connaît pas toujours les prélèvements, mais quand il y a des compteurs, on le sait via les redevances à l'agence de l'eau, où on est tenu, alors dans certains secteurs particulièrement tendus, c'est plus qu'une fois l'an, mais on doit donner à l'agence de l'eau une fois l'an les résultats. C'est pas suffisant. Pour un bon pilotage, il faut connaître au jour le jour ces données-là. Et en fait, donc M. Alma l'a dit, il y a aussi la question de l'information et de la transparence, en particulier transparence quand il y a des dérogations pour un minimum d'équité entre les différents usagers. Mélanie, je vous passe la parole. On va tenter ce micro-là. Celui-là, on va voir s'il fonctionne. De votre côté, est-ce que vous avez été témoin de ce relatif défaut de données, de connaissances, notamment sur les prélèvements, chez vos interlocuteurs qui sont les collectivités ? Oui. Alors c'est vrai que nous, à l'agence urbanisme, on ne gère pas les situations de crise. On est plutôt sur des réflexions stratégiques à long terme et prospectives. Néanmoins, on se confronte effectivement à des difficultés de disponibilité d'informations
exploitable, j'ai envie de dire. On peut avoir accès à un certain nombre de données, mais on est quand même face à des lacunes. Notamment sur ces prélèvements en particulier? Alors, sur les prélèvements oui, en tout à général. fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, on n'a pas une connaissance précise et totale des prélèvements en eau sur l'ensemble des nappes et des cours d'eau du département des Pyrénées-Orientales. On a une donnée qui est partielle, alors qu'on sait très bien que pour bien faire, il faudrait avoir l'ensemble des données pour l'ensemble des usages, sur l'ensemble des ressources. Ces ressources sont interconnectées. Donc c'est valable pour les questions agricoles, c'est également valable pour l'eau potable. Hein. Par exemple, ce n'est pas uniquement les prélèvements agricoles qui posent problème, mais en l'occurrence, ils peuvent ne pas être suivis et analysés finement et restitués pour être prêts à l'emploi, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une difficulté, sachant que ce qui serait pertinent, ce serait d'avoir cette évolution dans le temps et avoir des focus sur le pic de consommation et le moment de l'étiage. Donc si après on rajoute à ça en fait la nécessité de voir ça au fil du temps, d'une année sur l'autre, et avec un contexte de changement climatique qui va avoir des incidences et sur les ressources et sur les usages, effectivement les collectivités peuvent se retrouver en difficulté pour intégrer en fait ces informations à leurs démarches, qui ne sont pas nécessairement des démarches en fait frontalement de gestion de crise et de gestion de sécheresse, mais ce sont des démarches où on leur demande, et c'est normal, d'intégrer les problématiques liées à l'eau dans leur réflexion stratégique globale, notamment au niveau planification territoriale. Donc encore faut-il avoir les données pour le faire. Alors des données, j'ai presque envie de dire des données travaillées. Des données travaillées, oui. Et accessibles. Des données globales et travaillées. Voilà. Vous citiez aussi signifié qu'il y avait une initiative intéressante qui était en cours d'émergence, oui, mais qui avait là aussi quelques limites potentielles. En effet, donc sur le département des Pyrénées-Orientales, il y a plusieurs initiatives intéressantes, mais effectivement, on peut souligner l'émergence d'une initiative qui s'appelle Horizon 2070, qui fédère l'ensemble des bassins versants du département et qui va permettre d'avoir une meilleure connaissance sur à la fois les usages et la ressource, et ce, dans une dynamique prospective. Néanmoins, à l'heure actuelle, ce qui est prévu, c'est que le premier rendu soit à une échelle de bassin versant. Et donc, on ne sait pas si ce sera à une échelle géographique suffisante pour répondre aux besoins des collectivités. Donc, peut-être qu'on sera amené après à faire des focus et des approfondissements pour disposer d'une information plus complète et plus exploitable. Merci. Nathalie, de votre côté, je reviens vers vous. Le rapport sécheresse se penchait par ailleurs sur des critères de déclenchement des mesures de restriction et le contenu et l'efficacité de ces mesures, en particulier pour l'agriculture. Vous disiez qu'il faut anticiper, mais une fois qu'on a pu anticiper, il faut aussi agir et parfois restreindre les usages. Voilà, alors il ne s'agit pas uniquement de l'agriculture, c'est multi-usage, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. De souligner 3 fois. Oui. Donc, tout ce qui est, il y a des étapes dans le niveau de gravité. Donc, on passe de la vigilance à l'alerte renforcée, puis la crise. Et qu'effectivement, ce sont des arrêtés cadres, principalement départementaux, qui vont fixer les critères et les seuils utilisés. Alors, c'est vrai que ce qu'on a observé, c'est une situation extrême dans la mise en œuvre de tout ça. On a observé une situation très disparate en France qui a suscité un certain nombre de recommandations. Alors, sans vouloir être trop longue, parce que je vois qu'on est pressé par le temps, je dirais simplement que la question d'efficacité aussi, c'est le délai qu'on met entre le dépassement de seuil et puis l'adoption des mesures de restriction. Et là, on voit des choses extrêmement, pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais extrêmement variées en France. C'est-à-dire ça peut aller à 1 semaine, 10 jours. Et ce qu'on préconise dans le rapport, c'est de ne pas dépasser 3-4 jours maximum entre le moment où on dépasse le seuil et le moment où on adopte les restrictions. Parce qu'effectivement, c'est là aussi l'efficacité d'une mesure de restriction, c'est quand elle est appliquée immédiatement. Oui, sinon la situation peut s'aggraver au fur et à mesure et c'est encore plus difficile à rattraper. Alain, justement, en reprenant ce micro-call-signe, on va dire, de votre côté, quelles leçons la profession tire de cette période et puis encore une fois, qui se prolonge aujourd'hui en termes de gestion des prélèvements et des restrictions ?
Oui, alors elles sont nombreuses. Hein. On a beaucoup d'enseignements de ces situations, mais on va effectivement en trier quelques-unes. Alors, d'abord, le rôle très important pour l'utilisation des ressources, des réserves de nos barrages, de nos bassines, de nos retenues collinaires. Le vocabulaire est très riche. Et on l'a bien vu, dans une situation extrêmement difficile. On a 250 mm d'eau qui est tombée au niveau pluviométrie. Bien, ces réserves d'eau ont été très utiles. On a vu d'ailleurs qu'elles s'étaient remplies pour certaines en 2 orages. Donc ça veut dire que même si effectivement au départ elles ont plutôt grise mine par rapport au niveau, eh bien, une pluviométrie normale, ne serait-ce que normale, permet de les remplir, d'où l'utilité de ces réserves. Donc utiliser ces réserves d'eau et les utiliser de la façon la plus fine possible. Je rejoins ce que vous disiez à l'instant, il faut anticiper. Et on a bien vu, et c'est une leçon qu'on a pu tirer de cette année, qu'en gérant ça de façon très fine, en anticipant. On a fait par exemple une lâchure exceptionnelle d'un barrage, sans lâcher trop parce qu'il fallait garder de l'usage d'eau potable. Mais on a pu préserver, recharger les nappes et préserver la vie des vergers. Il ne s'agissait pas de préserver la production, mais il s'agissait de sauver les vergers et de pouvoir irriguer en une quinzaine de jours, ce que les gens n'auraient pas pu faire s'il n'y avait pas eu cette réactivité. On a vu aussi le rôle, alors pour nous ce n'était pas une découverte, c'est le rôle des canaux d'irrigation dans la recharge des nappes. À partir du moment où on a eu suffisamment d'eau pour pouvoir faire fonctionner les canaux, on a vraiment insisté pour que les canaux puissent fonctionner. Et ensuite, on a vu, et les communes nous ont remerciés, on a vu que certains forages d'eau potable, tout d'un coup, redevenaient actifs. Ce n'est pas une surprise pour les agriculteurs, mais c'est quelque chose qui a pu être démontré, qui est partagé, sur lequel un certain nombre d'expérimentations vont être faites. Mais il faut vraiment étendre ça. Sur le plan de la restriction en tant que telle ? Alors voilà, effectivement, autre leçon, et j'y venais, la leçon, c'est qu'on a besoin d'eau. C'est qu'on a besoin d'eau, les agriculteurs le savent. Et on a eu des restrictions très fortes, jusqu'à 100% pour ceux qui n'ont plus eu d'eau, forage à sec, rivière à sec. On a eu l'Agly qui a été à sec, qui d'ailleurs l'est toujours, hein, sur une grosse partie de son lit, en particulier la partie de la plaine qui irrigue potentiellement l'agriculture. Des restrictions fortes, au minimum 50%, c'est-à-dire qu'on irrigue à peu près la moitié de ce qui est disponible. Donc ça veut dire tout de suite pénalité pour la production agricole, pénalité pour les revenus et mise en danger d'un certain nombre de vergers, puisqu'il y a eu de la mortalité. On est dans une procédure de calamité, perte de fonds. Donc la leçon, c'est que sans eau, pas d'agriculture durable. On parle souvent de l'agriculture durable. L'agriculture durable, elle passe par l'irrigation chez nous, et je pense dans pas mal de secteurs. C'est déjà par là qu'il faut commencer. Et puis effectivement, vraiment, réactivité, gérer la moindre goutte d'eau et faire en sorte qu'avec des restrictions agricoles, les restrictions aussi au niveau des usagers autres, les potagers qui n'ont pas été irrigués, et puis des restrictions au niveau du milieu, on arrive quand même à gérer une situation qui était, au mois de février, catastrophique. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, un enjeu aussi de fédération des différentes ZAZA, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans les PO, 200, voilà. C'est, je pense, assez important. C'est pas d'ordre de grandeur dans les autres départements, mais le fait qu'il y ait des fédérations permettait d'avoir pour les autres acteurs parties prenantes du territoire des interlocuteurs en nombre plus limité. J'imagine que ça a servi aussi à faciliter la coordination. Absolument. Au-delà de cette situation de crise, il y a un enjeu évidemment plus globalement, et c'en est là qu'une illustration, mais un enjeu d'adaptation structurelle au changement climatique. Et c'est un point sur lequel, Karine, vous souhaitiez évidemment revenir. Oui. Donc effectivement, on voit que le nombre de sécheresses se multiplie, qu'on a des sécheresses de plus en plus importantes et plus longues, mais on sait qu'on a, en tout cas pour nos bassins méditerranéens, un déficit structurel, donc un déficit structurel qu'on a commencé à avoir au début des années 2000. C'est ça qui n'est pas nouveau, quoi. Qui n'est pas nouveau. On sait donc par exemple sur le bassin versant méditerranéen d'Occitanie, depuis 2008-2009, on sait qu'il y a 81 millions de mètres cubes de déficit sur le milieu superficiel et 3 millions de mètres cubes de déficit sur les nappes. Donc c'est pas tant s'adapter au changement climatique, c'est s'adapter au climat.
déjà actuel. Déjà, Qui est en train de changer. il faut rétablir l'équilibre entre la ressource et les usages pour avoir des milieux qui fonctionnent. Et c'est l'objectif des plans territoriaux de gestion de l'eau qui ont été mis en place donc sur le bassin méditerranéen d'Occitanie. Ils sont tous en place sur les bassins déficitaires, hein, donc presque tous les bassins sont déficitaires, je vous le disais. Donc ces plans territoriaux de gestion de l'eau, il y a une gouvernance qui est mise en place avec une stratégie qui est discutée et des actions qui sont proposées. Donc les PTGE qu'on a aujourd'hui n'anticipaient pas l'adaptation au changement climatique, ça il faut le faire, et l'étude Horizon qui est conduite dans les Pyrénées-Orientales a cet objectif de donner des éléments pour les partager et ensuite faire évoluer les PTGE actuels vers des PTGE qui intègrent à l'adaptation au changement climatique. Sachant que 50%, hein, je crois, des budgets aujourd'hui en Occitanie sont consacrés à cette question spécifiquement de l'adaptation. Alors, effectivement, donc, ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'il y a des solutions. Hein. C'est vrai que c'est plutôt des. On va en avoir toute la journée. Il y a des solutions. Et qu'il y a quand même une prise de conscience. Donc l'objectif de l'agence de l'eau RMC, c'était que 40% de ces budgets soient dédiés à l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, on est plutôt à 50%, même à 57% pour les bassins méditerranéens d'Occitanie. Donc on voit qu'il y a une vraie prise de conscience avec des actions qui se mettent en place. Mais aujourd'hui, il faut aller plus vite et plus fort pour s'adapter au changement climatique. Nathalie, de votre côté, justement dans le rapport de 2020 que vous citiez sur, là pour le coup, le sujet agricole en particulier, il y avait donc un focus fait sur justement cet enjeu d'adaptation des systèmes agricoles à la question du changement climatique. Oui, alors je voudrais juste aller dans le sens de ma voisine en disant que il y a un maître mot qui est celui de sobriété tous usages, avant d'aller sur l'agriculture. Alors effectivement, ce rapport changement climatique, eau et agriculture était vraiment ciblé sur la question que vous posez là, et donc a été publié. Donc là, je vais donner 3 points forts du rapport, me semble-t-il, et j'enjoins les personnes de l'assistance à aller lire ce rapport qui est public, comme tous les rapports publiés. Alors, le premier élément qu'on mettait en avant dans ce rapport, il faut voir aussi que ces rapports sont basés sur un travail de terrain important. Non seulement c'est des experts qui sont impliqués dans le rapport, mais on fait beaucoup d'enquêtes de terrain. Alors, la première, c'est aujourd'hui, au regard du changement climatique qui est annoncé pour 2050, on n'arrivera pas simplement avec des adaptations de certaines composantes on n'y arrivera pas si on s'attaque simplement à quelques composantes de l'activité agricole. Ce qu'il va falloir, c'est une transformation en profondeur, massif, d'un modèle agricole qui est aujourd'hui trop consommateur en eau et trop consommateur en intrants. Et que ça va demander un accompagnement des agriculteurs, effectivement, y compris des filières. On pointait les filières dans ce rapport, qui devront effectivement accompagner, mais également l'acteur public, accompagner les agriculteurs à faire cette transformation massive du modèle agricole. Alors pour ça, il n'y a pas de modèle unique. Il va y avoir, en fonction des couples territoire-agriculture, on ne pourra pas appliquer la même recette. Donc ce qui veut dire qu'il va y avoir un panier de solutions, c'est-à-dire une combinaison d'un ensemble de leviers adaptés pour arriver à ce changement. Alors effectivement, suivant le contexte climatique, on l'a rappelé, suivant le contexte écologique et économique local, ça pourra être faire appel à la recherche pour de nouvelles variétés génétiques, remettre au centre de la rétention de l'eau la question du sol, qui a souvent été mal traitée. La question de la réintroduction d'infrastructures écologiques et effectivement des changements de système de culture et de pratique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et sans m'étendre trop, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est remettre le sol au centre de la stratégie de l'adaptation de l'agriculture, c'est-à-dire revenir à des fondamentaux de l'agronomie, en considérant effectivement le sol comme la première infrastructure de rétention de l'eau, puisque c'est ça notre problématique aujourd'hui.
Et puis, quand on a considéré ce panier de solutions et cette transformation massive du modèle agricole, c'est effectivement la question de l'irrigation, parce qu'il y en aura, mais faire une irrigation de résilience, c'est-à-dire bien dans un partage des usages de l'eau, mais une irrigation de résilience plus économe en eau, couplée à des évolutions d'assolement, des variétés, des pratiques culturelles adaptées au contexte. Voilà. Et donc, ce qu'on disait aussi, c'est non plus viser un objectif de maximisation des productions, mais d'optimisation qui vont faire converger à la fois rentabilité agricole et économie de la ressource en eau. Oui, viser la stabilité des rendements et des revenus plutôt que de la maximisation, voilà. On va dire, et ponctuelle tout ça rendement. Nécessite d'être accompagné, en particulier par la PAC. Alain, du coup, en zoomant sur les PO, donc là, les recommandations sont d'un point de vue national. Ouais. Comment vous percevez cela pour les PO, pour s'adapter au changement climatique? Quelles sont les évolutions que vous engagez en tant que Chambre d'agriculture pour accompagner les producteurs locaux? Alors d'abord un travail effectivement pour adapter les pratiques au changement climatique. Dans ce qui a été dit, la Chambre régionale a un plan qui est ambitieux avec un certain nombre d'actions que les différents départements vont mettre en œuvre en fonction de leurs spécificités. Alors, nous, au niveau de la DPO, l'irrigation étant quelque chose qu'on utilise, il y a optimiser les techniques d'irrigation. Et il y a un certain nombre d'ASA, on en parlait tout à l'heure, qui déjà ont prévu qu'au niveau de leur règlement, par exemple, telle culture ne pourrait plus être irriguée en gravitaire, avec des économies d'eau là immédiates lorsqu'on passe, par exemple, l'artichaut du gravitaire au goutte à goutte. Il y a aussi, et ça s'est vu cette année, mais les années précédentes aussi, parce que comme vous le disiez, c'est pas nouveau ce changement climatique, des assolements qui sont différents. Bon, alors le maïs, on n'en avait pratiquement pas, on n'en a pratiquement plus maintenant aujourd'hui, on remplace par des légumineuses et donc modification. Donc il y a déjà des changements d'assolement, de rotation qui sont d'assolement sur des surfaces qui sont peu importantes pour les PO. En ce qui concerne quand même les vergers, on a adaptation effectivement des pratiques. On a également des variétés qui vont arriver un petit peu plus tôt, donc qui vont demander un petit peu moins d'eau et même beaucoup moins d'eau lorsqu'on va se retrouver en période estivale. Donc il y a tout cet aspect-là qui a vraiment bien entendu commencé. Ce qu'il faut, c'est donner des perspectives aux agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs, il faut qu'on leur donne des perspectives effectivement dans l'évolution de leurs pratiques, mais aussi dans l'accès à l'eau. Et on parlait tout à l'heure d'Horizon 70. Il y a une autre étude qui a été lancée par le syndicat des nappes qui viendra compléter Horizon 70. Et la Chambre d'agriculture, avec les mêmes partenaires, lance une étude qui est quelque chose qui correspond finalement à la continuité de votre colloque, c'est-à-dire essayer de voir quels sont les aménagements qui vont être nécessaires pour justement répondre à la question quels besoins et quelles ressources. C'est le schéma directeur des eaux brutes agricoles et ces trois réflexions à des échéances différentes, mais qui vont se conduire dans un même temps, vont pouvoir faire en sorte d'apporter pas mal de réponses à un certain nombre d'interrogations qui ont été évoquées là et qui seront sûrement évoquées lors du colloque. Et donc c'est autant d'éléments qui vont nourrir des démarches de gestion collective de l'eau, mais qui dit gestion collective dit gouvernance. On l'a vu, un rôle de l'agence de l'eau, c'est d'animer cette gouvernance, mais c'est une gouvernance qui n'est pas toujours évidente, et je voudrais faire réagir Karine, mais avant ça, Mélanie, sur un retour d'expérience que vous pourrez évidemment compléter. Comment les collectivités gèrent cette question de la gouvernance de l'eau? Comment elles s'insèrent dans les différentes instances? Comment elles le perçoivent, les cadencements, etc. Alors, de façon générale, il y a un certain nombre de textes et de démarches qui permettent en fait une articulation des politiques de l'eau et des politiques territoriales autres. Néanmoins, c'est pas évident en pratique. Pour donner un exemple, tous les bassins versants, toutes les masses d'eau ne sont pas couverts par des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc quand vous avez un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, vous avez un SAGE, vous avez une commission locale de l'eau. Cette commission locale de l'eau, c'est l'instance de gouvernance multi-acteurs qui permet d'assurer le dialogue. Tous les bassins versants ne sont pas couverts par des SAGE. Donc ça, c'est le premier élément.
Donc on peut avoir des difficultés à avoir le bon interlocuteur en face et le temps aussi du dialogue. Il faut aussi souligner que quand bien même les sages s'imposent aux démarches de planification territoriale, les structures de gestion de bassins versants ne sont pas considérées comme des personnes publiques associées, qui sont la liste des personnes pour lesquelles on a obligation de consulter pendant la démarche d'élaboration des documents d'urbanisme. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ça n'aide pas. L'autre difficulté... Donc il peut y avoir, voilà, on va dire un défaut de cohérence ou d'articulation plutôt entre des sages et des documents d'urbanisme. Encore une fois, sur le papier, si on veut bien faire, on peut y arriver. Ça, c'est mon avis personnel. Mais si pour une raison ou pour une autre, le dialogue n'est pas fluide, cette lacune, on va dire, réglementaire n'aide pas. Donc, quand le bassin versant, ce qu'il faut quand même saluer, c'est qu'il y a eu une grande progression au niveau de la structuration des bassins versants sur les 15 dernières années, notamment dans le département des Pyrénées-Orientales. Donc aujourd'hui, on a des syndicats, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 15 ans. Donc on a quand même des instances avec des élus qui peuvent siéger dans les différentes instances de gouvernance. Des établissements publics de bassins ? Alors non, chez nous, ce n'est pas le cas. Les structures gestionnaires de bassins versants n'ont pas été identifiées, n'ont pas été reconnues en qualité d'EPAGE ou de PTB, et du coup, elles ne sont pas personnes publiques associées. D'accord. Et elles n'ont pas toutes choisi de se lancer dans des sages. Parfois, on a des cartes qui sont trompeuses parce qu'on a l'impression que le territoire est couvert, mais en fait, on cumule la strate souterraine avec la strate superficielle et ça donne pas à voir les lacunes. Donc ça, c'est une difficulté qu'on peut avoir. L'autre difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'à la décharge des collectivités, tout ceci est quand même très lourd. Ce sont des démarches qui sont complexes. Ce que vous dites, on l'illustre bien. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde perçoive la finesse de votre propos sur les différentes instances, mais ça prouve bien, encore une fois, ça illustre bien cette relative complexité. Et donc on a du mal à articuler en fait, les réflexions et à nourrir le dialogue dans des contextes où tout le monde court après le temps, où on nous demande de faire des études dans les études, de couvrir l'ensemble des thématiques. Et il faut aussi souligner que les différentes démarches ne se font pas selon les mêmes calendriers et ne se font pas selon les mêmes périmètres. Donc tout ceci n'aide pas et il y aurait à gagner à renforcer le dialogue, à renforcer les échanges. On peut aussi souligner que parfois ce sont les mêmes élus qui siègent dans les différentes instances, mais parfois pas. Et quand bien même ce sont les mêmes élus, l'articulation ne se fait pas forcément toujours de manière optimale. Dans les institutions comme dans les entreprises. À mon sens, il y a une marge de progression sur le sujet de la gouvernance et de l'articulation des démarches. Oui. Karine, évidemment, je vous laisse réagir à cela pour nous préciser comment l'Agence de l'eau perçoit cette relative complexité qui s'impose aussi à vous en tant qu'organisme territorialisé, avec justement, j'imagine, une volonté d'améliorer cette gouvernance locale de l'eau. Alors, la gouvernance, c'est vraiment l'élément essentiel de la gestion de l'eau. Il faut vraiment que la planification soit partagée par l'ensemble des usagers et des décideurs, des acteurs territoriaux du bassin. Donc, l'autre sujet qui est important, gouvernance, mais à quelle échelle? L'échelle pertinente pour gérer l'eau, c'est bien l'échelle du bassin versant. Et donc, il y a effectivement sur certains bassins des sages qui sont mis en place. Ce n'est pas le cas pour tous les bassins. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation réglementaire. Le SDAGE définit des sages qui sont obligatoires. Le SDAGE c'est macro et le SAGE c'est plus local. Et les sages ne sont pas obligatoires pour tous les territoires parce qu'il y a jusqu'à maintenant, il n'y avait pas des problématiques très importantes de gestion de l'eau sur tous les territoires et qu'effectivement, de toute façon, pour être efficace, il faut faire des priorités pour savoir concentrer son action. Et donc, les priorités avaient été faites sur certains territoires. Il n'empêche que sur ce sujet de gestion quantitative, je vous le disais, on a bien des PTGE sur l'ensemble des bassins qui sont aujourd'hui déficitaires du pourtour méditerranéen. Et ces PTGE sont construits sur un mode de gouvernance qui est grosso modo celui du SAGE, puisqu'on a des décideurs, des élus, des représentants de l'État, des usagers et le tissu associatif qui est présent. Alors, il faut bien sûr garder, pour se projeter et planifier l'adaptation au changement climatique, ce territoire de réflexion qu'est le territoire du bassin versant et bien sûr cette gouvernance adaptée, sans laquelle on ira forcément vers des conflits d'usage. Et j'allais dire, il faut savoir partager la ressource, mais il faut savoir garder de la ressource pour les milieux, puisque c'est qu'en ayant de l'eau dans les milieux qu'on aura des milieux résilients au changement climatique
et donc la biodiversité qui nous fait tous vivre. Oui, c'est autant de conditions pour nous permettre derrière de nous adapter. Ces PTGE ont fait l'objet justement de travaux à l'échelle du ministère. Cette fois-ci, alors, interministériel ou que ministère? Non. Toujours interministériel. Et avec un enjeu d'utiliser ces outils, les PTGE. On aura toute une présentation tout à l'heure d'analyse critique de ces PTGE. Mais voilà, le message politique, au sens noble du terme, associé à ce rapport, c'était que c'était le bon outil pour redynamiser la gestion territoriale de l'eau. Je ne sais pas si c'est le bon outil, en tout cas ça se voulait être un outil. Alors ce que vous appeliez PTGE, c'est ce qu'avait mis en place l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui est le PGRE en fait. Voilà. Le micro. Voilà, Historiquement, un PRGE... En fait, historiquement, sur le bassin Rhône-Méditerranée ont été mis en place des outils de gestion collective, Vous aviez de l'avance, gestion quantitative, qu'on a appelé localement des PGRE, plans de gestion de la ressource en eau. Et ces PGRE aujourd'hui ont inspiré les PTGE, mais nous, finalement, on les appelle PTGE, même s'ils n'ont pas aujourd'hui ce volet adaptation au changement climatique dont je vous parlais précédemment. Et qui est sur lequel vous insistiez. C'est-à-dire que les PTGE, par rapport à l'outil mis historique en place par l'agence Rhône-Méditerranée-Corse, a une dimension prospective qui n'avait pas l'outil initial. Voilà, qui n'avait pas l'outil initial. Et en fait, ces PTGE, suite à un rapport de 2018 qui s'est appelé le rapport Biche, qui a préconisé la mise en place de ce type d'outil qui se voulait souple, permettant aux acteurs de se réunir dans une scène de débat et d'accord autour d'un état initial. Et donc, notre mission, et donc il y a eu une instruction de 2019 du gouvernement qui a demandé le déploiement France entière de ce type d'outillage. Et donc nous, on nous a demandé en 2021, de nous intéresser à la difficulté justement de déploiement massif, je dirais, de ce type d'outils, puisqu'il y a des résistances. Alors on voit que dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ces premiers outils mis en place ont fait une espèce d'acculturation des territoires qui ont déjà l'habitude d'un dialogue, pas forcément de se projeter par rapport à un changement climatique, mais qui ont déjà une culture du discuter ensemble, de l'échange, etc. Mais ce qu'on a mis en évidence, c'est un certain nombre de difficultés de mise en place du processus, qui est vraiment un processus de gouvernance, c'est-à-dire arriver à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, y compris ceux des milieux, qui sont souvent oubliés, cranter à chaque fois qu'on prend une décision, c'est-à-dire ne pas revenir en arrière, se mettre d'accord sur un état initial et que cet état initial soit complet, ce qui est souvent pas le cas et qui pose des problèmes au fur et à mesure du dispositif. On est même venu pour accroître l'efficacité de démarches collectives, proposer des contrats multi-acteurs aux agricultures. Voilà, ça a été une des recommandations de ce rapport. Donc on insistait vraiment sur les étapes et sur la gouvernance. Et ce qui a donné d'ailleurs l'instruction, alors je parle beaucoup de textes, mais bon, c'est ça qui fait foi après, de janvier 2023, qui donnait effectivement un certain nombre de recommandations dans la marche à suivre pour réaliser ce genre de projet. Et vous proposez que les collectivités puissent assurer le portage de cette démarche? Les collectivités et l'État apportent assistance dans la gouvernance de les services de concentré de l'État, je veux dire. Et après, quelquefois, se pose la question du porteur de projet. Qui porte ce projet-là? Voilà, et donc vous proposiez potentiellement que les collectivités puissent prendre en charge plus directement à la fois ces projets-là, mais aussi la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures liées à la gestion quantitative de l'eau. Ça a été, pas systématiquement, mais dans certains cas, effectivement, une proposition. Et du coup, Mélanie, je reviens vers vous. Encore une fois, vous nous partagez un retour d'expérience de votre collaboration avec des collectivités ou au service de collectivités. Encore faut-il que ces collectivités en aient les moyens techniques, humains, compétences, connaissances. C'est un point sur lequel on insistait aussi en introduction tout à l'heure. Oui, en effet, elles ne sont pas du tout dotées des mêmes compétences selon les territoires. On a clairement des territoires qui sont peu dotés de compétences humaines et pour lesquels ça va être plus difficile d'aller sur tous les sujets. Donc, de la même façon, il va y avoir des priorités.
Elles peuvent faire appel à des bureaux d'études ou à des structures d'ingénierie territoriale comme la nôtre. Mais du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose en termes de montée en gamme, en termes de compétences en interne. Donc un enjeu d'accompagner cette montée en compétences des collectivités, et notamment sur les questions agricoles qui sont au croisement des différents enjeux que doivent traiter les collectivités locales. Oui, effectivement, en fait, quand on se pose la question de savoir si la collectivité doit aller sur la thématique de l'eau, l'agriculture et du changement climatique, si on regarde uniquement quelles sont les compétences qui sont dédiées à chaque collectivité, on comprend bien que c'est des sujets qui sont majeurs et qui sont au cœur d'un certain nombre de compétences obligatoires, qui plus est sur les compétences facultatives. Donc, notamment les intercommunalités, elles sont en charge du développement économique. Bien souvent, la question agricole est quand même un petit peu... oui, mais elle est très peu considérée. La collectivité peut se consacrer essentiellement aux zones d'activité économique sur lesquelles elle va pouvoir influencer et elle ne va pas forcément s'atteler à la question de l'agriculture. La collectivité, elle est en charge des questions eau potable, assainissement, elle a la compétence GEMAPI, elle a la compétence urbanisme, aménagement du territoire. Et depuis 2015, avec la loi sur la transition écologique et la croissance verte, les EPCI ont été reconnus comme chefs d'orchestre de la transition énergétique, avec l'élaboration des plans climat qui doivent comporter un volet adaptation. Donc on voit bien qu'en fait, tout concourt à ce qu'elles prennent peut-être plus en main ces sujets-là, et que pour cela, elles se dotent des compétences nécessaires. Alors ça peut être effectivement externalisé ou mutualisé, mais il y a souvent un déficit de moyens et de temps et de budget, en fait, pour arriver à couvrir tous les sujets qui sont au centre des préoccupations des collectivités, avec des dotations qui sont petites et qui sont plutôt en train de se réduire. Donc c'est des difficultés pour les collectivités locales. Oui. Pour conclure cette table ronde, Karine, de votre côté, j'imagine que fort de ces constats, l'Agence de l'eau produit des outils, des démarches, de l'ingénierie mise à disposition de ces collectivités et des autres acteurs du territoire. Alors déjà, l'Agence de l'eau finance. Ouais. Donc il y a des syndicats de rivières, il y a des collectivités, mais il y a des syndicats de rivières ou de bassins. Et l'Agence de l'eau finance les études, finance l'étude Horizon, finance le schéma d'eau brute agricole, finance aussi des postes d'animateurs des PGRE, PTGE dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a des moyens qui sont mis en place sur les qui sont mis à disposition des territoires pour se lancer dans ces démarches-là. Et tout ça s'inscrit dans le cadre d'un plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Exactement. Donc, en 2014, l'Agence de l'eau RMC a lancé le premier plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, ce plan de bassin, au regard des nouvelles données et des travaux du GIEC, est en cours de révision. Donc, on aura un nouveau plan de bassin d'adaptation au changement climatique en fin d'année. C'est un document qui n'est pas prescriptif, mais qui identifie les territoires les plus vulnérables. Donc, au regard de 5 enjeux, la baisse de la disponibilité en eau, l'assèchement des sols, la détérioration de la qualité des eaux, moins d'eau, plus de risques d'eutrophisation, la perte de biodiversité et bien sûr l'amplification des risques naturels. Donc le plan de bassin d'adaptation au changement climatique définira les territoires qui sont les plus vulnérables à ces 5 enjeux et mettra en face des paniers de solutions et 30 défis pour arriver à s'adapter plus vite et plus fort au changement climatique. S'adapter plus vite et plus fort au changement climatique. Beau mot de la fin, c'est aussi un enjeu pour les systèmes agricoles et donc ça va être tout l'objet de la journée du jour. Merci à tous les 4 pour cette discussion introductive. On peut les applaudir pour les remercier d'avoir joué le jeu.